Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voilà réunis sur cette plateforme en cet après-midi. Nous te demandons de bien vouloir nous assister pendant ce moment d'étude et de permettre que chacun de tes enfants soit fortifié par ce qui sera échangé. Merci d'être avec tous les autres qui auront à intervenir au cours de cette journée de sabbat et ce soir. Que tu vois les lèvres de chacun et que nous puissions avancer selon le rythme et les mots que tu nous donneras. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. 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 Alors, le sujet que je vous propose d'aborder ensemble cet après-midi, vous voyez le titre sur l'écran, c'est mode de pensée, illustration importante des événements externes, cause à effet. Le moment que nous allons passer va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, ce sera un temps autour duquel nous aborderons l'histoire des Millérites. Et le deuxième temps, nous aborderons un sujet, je dirais, en lien avec notre mode de pensée. Mais sans plus tarder, je vous propose de commencer avec une citation qui se trouve dans In Heavenly Places. Excusez mon anglais. Est-ce que quelqu'un peut lire cette citation, s'il vous plaît? Oui, je veux bien, Dominique. Que ceux qui travaillent pour le Christ gardent leurs principes purs, que la vie soit exempte de toute pratique polluante. Tout le ciel s'intéresse à la restauration de l'image morale de Dieu dans l'homme. Tout le ciel travaille à cette fin. Dieu et les saints anges ont un désir intense que les êtres humains atteignent le niveau de perfection que le Christ est mort pour leur permettre d'atteindre. Son désir est que nous sauvons avec le Christ, complet dans le Christ, que nous soyons les héritiers du ciel. Mais nous sommes laissés libres de choisir. Dieu nous appelle à faire notre choix du bon côté, à nous relier aux organismes célestes, à adopter des principes qui ont une influence vivifiante et restauratrice, qui rétabliront en nous l'image morale perdue par la désobéissance. J'essaie 272. 372. Comme par la foi, nous adoptons les principes qui caractérisent la vie du Christ. Ils sont dans l'âme comme un puits d'eau jaillissant jusqu'à la vie éternelle. L'âme débordante de richesse de la grâce du Christ et ce débordement rafraîchit les autres âmes. PH 286.5. Merci Dominique. J'invite tous les personnes qui n'interviennent pas à penser à bien couper leur micro parce que, voilà, merci. Donc moi, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est le fait que, et je pense que vous l'avez compris, enfin avant, je ne vais pas le dire, à votre avis, quels sont les mots-clés qui nous intéressent dans cette citation? Il y a déjà 2, 3 mots, 4 mots qui sont en gras. Alors, je vais le dire. Moi, ce qui m'intéresse dans cette citation, c'est le fait de comprendre que Dieu, et que tout le ciel s'intéresse à quoi? À la restauration de l'image morale de Dieu dans l'homme. Et nous l'avons déjà vu, le plan de la rédemption ne s'arrête pas seulement au fait que Jésus est mort à notre place. Il a remporté la victoire sur le péché. Le plan de la rédemption ne s'arrête pas là, mais le plan de la rédemption va plus loin
C'est pour ça que dans nos études, nous faisons la ligne progressive d'Éden à Éden. C'est parce que, au départ, l'homme a été créé à l'image de Dieu et après le péché, cette image a été dégradée et dès lors, le seul objectif du ciel, de Dieu, est de restaurer cette image de Dieu dans l'homme. Et du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, il intervient dans cette restauration, mais cette restauration exige une collaboration de l'homme, parce que dans la citation, il était fait mention du fait que l'homme devait choisir. Mais nous allons prendre une autre citation qui se trouve dans Puissance de la grâce, 352.3. Quelqu'un d'autre peut lire? Puissance de la grâce, 352.3. Et écoutez bien chaque mot. Nous acceptons la vérité grâce à nos différentes facultés. Et sous l'influence de cette vérité s'accomplira en nous une œuvre nécessaire pour que nous soyons dignes du royaume de gloire et de la compagnie des anges. Tu as reculé, je crois. Non, c'est ça, c'est là. Ah, pardon. Nous sommes actuellement dans l'atelier de Dieu. Beaucoup d'entre nous sont comme les pierres mal équarries d'une carrière. Mais tandis que nous sommes en présence de la vérité de Dieu, nous sommes façonnés par son influence. Elle nous élève en ôtant de notre nature toute imperfection, tout péché, quel qu'il soit. C'est ici-bas que le travail doit être accompli en chacun de nous, ici-bas que nos cœurs et nos esprits doivent être préparés pour l'immortalité. Ok, merci. Donc, nous acceptons la vérité comment? Grâce à quoi? Nos différentes facultés. Nous acceptons la vérité grâce à nos différentes facultés. Et vous conviendrez avec moi que lorsqu'il est fait mention de différentes facultés, on ne parle pas de facultés physiques, mais on parle de facultés mentales, on parle de notre cerveau, parce que c'est avec notre cerveau, par le biais du lobe frontal, qu'on va accepter des informations. D'accord? Et donc, grâce à notre cerveau, donc grâce à nos facultés intellectuelles, nous allons accepter une vérité. D'accord? C'est ce que la citation nous dit. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est sous l'influence de cette vérité qui aura été acceptée que quoi? Selon la citation. Hein? C'est sous l'influence de cette vérité qui aura été acceptée que une œuvre nécessaire pour que nous soyons dignes du royaume de la gloire et de la compagnie des anges. Exactement. C'est sous l'influence de cette vérité acceptée que nous sommes façonnés, donc préparés pour l'immortalité, pour l'éternité. Et vous savez que cette vérité, elle nous arrive selon un ordre, elle nous arrive dans un cadre, elle nous arrive selon une méthodologie. Et cette méthodologie, nous la connaissons parfaitement, nous en parlons tout le temps. Nous savons très bien que ligne sur ligne, les lignes de réforme et lignes sur ligne, ce sont les outils que Dieu nous a donnés au début de notre ligne de réforme pour que nous puissions comprendre le texte de Daniel 11, 40 à 45. Et cette méthodologie, nous continuons encore à l'utiliser. Pourquoi? Parce que nous mettons en parallèle l'histoire de l'Israël ancien, l'histoire de la première venue, avec l'histoire de l'Israël moderne, l'histoire de la seconde venue. Ce sont des choses que nous connaissons et c'est pour ça que je ne vais pas rentrer en détail dans plein d'aspects parce que ce sont des choses que vous avez déjà vues. OK? Et nous, ce que nous faisons aussi, c'est que nous mettons en parallèle l'histoire, l'alpha de l'Israël moderne, qui est l'histoire des Millérites, avec l'oméga de l'Israël moderne, qui est l'adventisme. Et lorsque nous faisons tout ça, nous le faisons selon un principe, notamment celui d'Ésaïe 46, 10, qui dit que Dieu illustre la fin par le commencement. Et on comprend que toutes ces lignes que nous traçons, toutes ces histoires que nous comparons les unes avec les autres,
ne sont que des paraboles pour pouvoir comprendre notre histoire. D'accord? Donc, si on réagit comme ça, on comprend que pour comprendre la vérité, elle nous arrive par le biais d'une méthodologie. Et pour ça, nous allons prendre deux exemples rapidement. Quelqu'un va répondre à ma question, si vous voulez bien. Récemment, nous avons vécu plusieurs expériences, mais j'aimerais illustrer deux expériences. Vous allez me donner deux expériences, me détailler deux expériences où on a vu comment la méthodologie nous a permis de rectifier deux erreurs. Le premier exemple que je prendrai est celui de 2001. En quoi la méthodologie nous a permis de rectifier notre compréhension de ce qu'est 2001, le 11 septembre 2001. Alors, c'est une question. Est-ce que quelqu'un peut y répondre? En 2001, on pensait que le jugement des vivants commençait, alors qu'on s'est aperçu que c'était en 2014. D'accord. OK. Quel est l'outil que nous avons utilisé pour comprendre cela? L'agriculture. Le modèle de l'agriculture. D'accord? OK? Ça vous convient? Enfin, ça vous convient. Ça match? Oui. OK? Mais qu'est-ce que nous avions? Oui, je suis d'accord. Mais pour 2001, qu'est-ce que nous avons fait encore? Ça, c'est une chose. Le modèle de l'agriculture nous a permis de comprendre qu'effectivement, c'est l'enregistrement des actes qui commence en 2001, mais que le jugement investigatif des vivants ne commençait pas à cette date. Premier aspect. Un autre aspect encore. Qu'est-ce que, en termes de méthodologie, nous avons utilisé pour comprendre que 2001 ne correspondait pas à ce qu'on pensait? Et vous avez étudié, on a eu l'occasion d'étudier, il y a un article sur le site à ce sujet. Si je vous dis 9T11, qu'est-ce que vous pensez? Ça vous fait penser à quoi? 9T11. Alors, je vais interroger les gens. Si je dis 9T11, ça vous dit rien? En fait, lorsque nous prenions la citation de Témoignage pour l'Église, volume 9, le paragraphe 11, nous comprenions que ce paragraphe s'appliquait au 11 septembre. Mais quand nous sommes allés dans le contexte de ce texte, nous avons vu que nous ne pouvions pas appliquer ce paragraphe au 9 septembre parce que ce paragraphe correspondait plus à la période de la LD à la FTG. Donc, l'outil qu'on a utilisé là, c'est le fait de pouvoir mettre un texte dans son contexte. Ce que nous n'avions pas du tout fait, nous étions simplement arrêtés à, je ne vais pas dire de la numérologie, mais comme ça semblait matcher tellement bien et que les événements qui se sont produits le 11 septembre faisaient tellement résonance avec ce que disait la citation, donc on a collé la citation à cet événement. Mais quand on va dans le contexte, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous vous rappelez de cet épisode-là? À peu près, hein? Oui. D'accord. OK. Ensuite, si on peut prendre un autre exemple, l'autre exemple que je prendrais pour illustrer le fait que la méthodologie nous amène à comprendre la vérité, c'est celui de Deutéronome 22.5. Je vous dis Deutéronome 22.5, ça vous fait penser à quoi? Sur la façon de s'habiller. Sur la façon de s'habiller, d'accord? Plus précisément. Pantalon. Pantalon, ok. Et donc, du coup, quand on a étudié ce texte en détail et qu'on a donc appliqué la méthodologie en mettant le texte dans son contexte, en regardant aussi ce que la sœur White disait de ce texte et pourquoi elle le disait, etc.,
on a compris que ce texte-là ne parlait pas du tout d'habits. D'accord? Et donc, on voit vraiment qu'on ne peut pas, du tout dissocier la vérité de la méthodologie qui amène cette vérité. Est-ce que c'est clair pour nous? Tout à fait clair. Hein? On ne peut pas dissocier la vérité de la méthodologie qui amène cette vérité. Et donc, il est essentiel pour nous, hein, étant donné que c'est la vérité qui va ôter de nous toutes nos imperfections, selon ce que nous disait la citation tout à l'heure de PG 352.3, il est essentiel pour nous de nous assurer d'utiliser la bonne méthodologie. Et au risque de se répéter, parce que on l'a souvent entendu, les vérités qui nous ont été amenées au travers de l'histoire de Pyrrhus, des guerres mondiales et tout ça, eh bien, c'est cette méthodologie-là qui va accomplir une œuvre afin que nous soyons dignes du royaume de gloire et de la compagnie des anges, si on combine la citation avec tout ce qu'on vient de dire. Mais ce que nous pouvons constater, c'est qu'en tant qu'être humain, nous avons souvent des difficultés à accepter la vérité. Et cela, je vous propose de le voir dans un deuxième temps. Tout d'abord, nous allons essayer de comprendre, à travers l'histoire des Mélérites, quelle vérité, en fait, quelle vérité on peut tirer de l'histoire des Mélérites. D'accord? Parce qu'on a dit que pour comprendre notre histoire, on applique la méthodologie ligne sur ligne, on compare une ligne de réforme avec une autre ligne de réforme et on compare des histoires entre elles pour pouvoir construire la nôtre. Donc, quand on prend la ligne des Mélérites, on va voir ce que cette ligne des Mélérites nous enseigne. Alors là, vous avez en gros la ligne des Mélérites. Elle ne correspond pas à celle que nous tracions ultérieurement, parce que nous tracions la ligne des Mélérites avant, en la terminant en 1844, mais nous avons compris depuis quelque temps, toujours par le biais de la méthodologie, qu'en fait, la ligne de 1844 était une fractale de la ligne des prêtres, mais que la grande ligne des Mélérites qui correspond à la ligne des 144 000 est celle que vous avez sous les yeux. D'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les Mélérites, eux, ils attendaient le retour de Jésus en 1844, ici. Ils attendaient le retour de Jésus en 1844 parce que, si bien qu'ils ne se sont pas du tout, ils ne se sont concentrés que sur l'aspect religieux. Dans leur histoire, ils ont vu apparaître des événements en 1798, en 1844, avec des faits, on va dire, non religieux, mais à l'approche de 1844, ils se sont concentrés que sur l'aspect religieux, parce que Samuel Snow, le deuxième ange, il n'a pas totalement corrigé l'erreur qu'avait faite le premier ange. C'est vrai qu'il a rectifié en période de date, en décalant du 19 avril 1944 au 22 octobre 1844, mais il a gardé l'erreur sur la géographie, dans le sens où il n'a pas compris, lui non plus, que le royaume dont il était fait mention, ce n'était pas la terre, mais c'était le ciel. D'accord? Donc le sanctuaire, ce n'était pas la terre, mais c'était le ciel. Et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que si les Mélérites, ils avaient compris les 2520 et à quel point les 2520 les amenaient à 1863, ils auraient compris que 1863 correspondait à la date du retour de Jésus et ils auraient compris aussi, en allant dans Apocalypse 13, 11, que la corne du républicanisme devait tomber avant que Jésus ne revienne. Or, en 1844, quelle est la corne qui est tombée? Le protestantisme.
c'est la corne du protestantisme qui est tombée. Et dans leur histoire, on ne voit pas tomber, à leur époque en tout cas, on ne voit pas tomber la corne du républicanisme. Donc, on voit qu'ils n'ont pas regardé aux événements externes dans leur pays, les États-Unis, pour déterminer ce qui amènerait la chute de cette deuxième corne. OK? Parce que je sais pas, est-ce que vous suivez en fait là où je veux aller? Vous suivez? Oui. OK? Si bien que nous allons nous concentrer un peu sur l'année de pas que, nous allons voir 1844, parce qu'eux, ils n'ont pas fait attention aux événements de cette date. En fait, ils étaient au courant de ce qui se passait, mais ils n'ont pas gardé une attention sur cet événement. Et donc, en 1844, c'était en fait une élection. Il y avait une élection présidentielle. Alors, je vais vous faire participer. Est-ce que quelqu'un peut me dire précisément quels étaient les deux candidats à cette élection? Polk et Clay, comme tu l'as mis précédemment. Oui. Alors, est-ce que tu peux donner plus de détails? Qui est Polk et qui est Clay? Alors, concernant Henry Clay, c'était celui qui a été surnommé le grand complot. Ouh là là, non, c'est pas compromiseur, mais c'est voilà, pacificateur. Et donc, ça a été l'un des hommes les plus importants dans l'histoire des États-Unis, mais peut-être qu'il a en son temps. Sans rentrer dans les détails, je veux juste savoir quelles sont leurs orientations, on va dire, politiques. Alors, Henry Clay était orientation républicain. Mm-hmm. Voilà. Alors, alors, on va y aller. Donc, comme tu disais, merci David, on est confronté à deux candidats, un qui s'appelle Henry Clay et un qui s'appelle James Polk. Clay est un républicain, précisément, c'était un Whig, le parti Whig. Il était contre l'expansion et il était contre l'esclavage. Nous allons entrer dans plus de détails ultérieurs après. Hein. Et en face de lui, il y avait un homme qui était un démocrate. Il était vraiment pour l'extension. Il voulait réaliser la destinée manifeste. Nous verrons en quoi consiste la destinée manifeste. Et il défendait une économie du libre-échange. Alors que Henry Clay, lui, il était beaucoup plus prudent. Il était contre l'expansion territoriale et il défendait une sorte de protectionnisme économique. Donc, vraiment deux candidats en apparence opposés. D'accord? Et il faut savoir qu'en 1844, l'élection présidentielle tournait essentiellement autour de la question de l'expansion territoriale des États-Unis. Et plus précisément, il était question de l'annexion du Texas. D'accord? Et bon, vous savez que c'est Henry Clay que c'est James Polk qui finalement va remporter les élections. Hein. Mais pour bien comprendre en quoi consiste la destinée manifeste, en quoi consiste cette expansion territoriale, ce que je vous propose de faire, c'est de voir un peu l'histoire des États-Unis. Alors, vous savez, lorsque l'Amérique a été découverte par les Portugais, les nations d'Europe, bien évidemment, elles ont toutes voulu s'installer dans ce nouveau territoire qui était très prometteur. En 1619, il y a un bateau hollandais qui débarque en Virginie. Et ce bateau hollandais, il transporte une vingtaine d'Africains qui sont engagés sous contrat. Hein, ce sont des Africains engagés sous contrat. Mais très vite, leur statut va évoluer et ils vont devenir esclaves. Donc, 1619, Virginie, Africains sous contrat qui deviennent esclaves. Et
Un peu plus tard, l'année d'après, en 1620, plus au nord, au Massachusetts, excusez-moi, il y a un voilier dont vous avez entendu certainement déjà le nom, le Mayflower, qui est rempli de 102 passagers. Et parmi ces passagers, il y a 35 protestants. Ces protestants, ils cherchaient à faire quoi, selon vous? Ces protestants, ils cherchaient à faire quoi en 1620? Oui? C'était des réfugiés un peu, non? Des réfugiés, je n'ai pas dit ça comme ça. Ils fuyaient le... Ils fuyaient. Ils fuyaient quoi? Ben, la menace en Europe contre le protestantisme. Voilà. Alors, en fait, ils fuyaient la persécution religieuse. C'est ça. Ils fuyaient la persécution religieuse et on les appelle comment, ces protestants? Ce sont les pères pèlerins. D'accord? Et il faut savoir que l'expression père pèlerin, ils l'ont pris de Hébreux 11, le verset 13. OK? Et le père pèlerin, ce sont les pères fondateurs et ils sont à la recherche d'une nouvelle Jérusalem. C'est ce qu'ils veulent faire. Ils sont à la recherche d'une nouvelle Jérusalem. Et c'est dans ce contexte que naît l'idéologie de la destinée manifeste. C'est vrai que l'expression n'apparaît que tardivement en 1845, mais l'idéologie naît déjà là parce que ces pères pèlerins, ils veulent que les États-Unis, ils disent que les États-Unis sont une terre choisie par Dieu pour servir de modèle aux nations corrompues et inférieures de la vieille Europe. Donc, vous voyez déjà l'état d'esprit qu'ils ont. Donc, ces colons protestants, ils vont s'appuyer sur les Écritures pour justifier leur avancée vers l'Ouest et justifier aussi le fait qu'ils veulent christianiser aussi bien les Indiens autochtones que les esclaves. OK? Alors, ces colonies, elles appartenaient, il y en avait 13, et ces 13 colonies britanniques, elles étaient situées sur la côte atlantique. Vous les avez ici, les 13 colonies. Et elles appartenaient à l'Angleterre, mais l'Angleterre, comme elle cherchait à étendre son empire, eh bien, elle a voulu contrer les Espagnols et les Français qui étaient déjà dans d'autres parties de l'Amérique. Et c'est comme ça que l'Empire britannique, elle rentre en guerre avec la France parce qu'elle veut dépouiller la France de ses colonies. Et pour rembourser les dates importantes qui auront été contractées lors de cette guerre, l'Angleterre, elle va faire quoi, à votre avis? Elle va imposer de lourdes taxes aux colons américains. D'accord? Mais les colons, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont trouver que c'est totalement injuste. Non seulement ils vont trouver ça injuste, ils vont trouver ça injuste parce que eux, bien qu'ils soient en Amérique, ils n'ont aucun représentant au Parlement à Londres. Donc, ils n'ont personne à Londres pour défendre leurs intérêts. Et donc, ils refusent. C'est à partir de là que la guerre d'indépendance des États-Unis va naître, en fait. La guerre d'indépendance commence en 1775 et la déclaration d'indépendance elle-même, elle est rédigée le 4 juillet 1776. Est-ce que vous suivez? En fait, ce que j'essaie de faire ici, c'est de remonter. On parle de 1844. On a deux candidats. Un qui va défendre l'idéologie de la destinée manifeste, qui est en lien avec l'expansion territoriale des États-Unis, et un autre, Henry Clay, qui va être contre cette expansion. Mais pour bien comprendre en quoi consiste cette expansion, eh bien, on remonte en arrière.
et on remonte à la naissance des États-Unis. Et on voit que déjà en 1619, avec l'arrivée des premiers colons en Virginie, il y a des esclaves. Ensuite, on voit qu'avec les pères pèlerins, il n'y a pas d'esclaves, mais l'idéologie de la destinée manifeste qui dit que les États-Unis, c'est en gros une terre promise et qu'il faut étendre sur tout le territoire, montre bien qu'à un moment donné, il va falloir éliminer les autochtones. OK? Donc, c'est juste pour que vous puissiez voir quel est l'état d'esprit qu'il y a derrière. Alors, ce que j'aimerais vous lire, alors oui, sans vous dire, vous avez cette fresque-là qui sert à illustrer en quoi consiste l'idéologie de la destinée manifeste. Je vais vous lire rapidement, je vais essayer de faire vite, un article que j'ai pris d'un journal qui est le National Geographic. C'est un article que j'ai trouvé intéressant parce qu'il va nous montrer quel était l'état d'esprit des colons lorsqu'ils se sont réunis lors de la déclaration d'indépendance. Alors, cet auteur s'appelle Erin Blackmore. Alors, l'auteur dit « Les colonies avaient déjà voté pour leur indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne le 2 juillet 1776. » Le 2 juillet. Mais les débats sur l'esclavage ont retardé l'adoption officielle de la déclaration d'indépendance. Il y eut de vifs débats à ce congrès continental en lien avec certains passages notés par Jefferson. Parce que Jefferson, il accusait le roi George III d'avoir violé les droits les plus sacrés à la vie et à la liberté d'individus qui ne l'avaient jamais offensé, les capturant et les transportant en esclavage dans un autre hémisphère ou les faisant mourir d'une mort misérable lors de la traversée. Dans un autre passage, Jefferson, il accusait le roi d'inciter par son positionnement les esclaves à s'échapper et à rejoindre les forces britanniques. Mais le 2 juillet 1776, qu'est-ce qui se passe? Comme l'ensemble du Congrès voit dans le maintien de l'institution de l'esclavage un intérêt économique commun, il savait que l'économie des colonies reposait largement sur le travail des esclaves. Bon nombre de délégués, y compris Jefferson, possédaient des esclaves et tiraient personnellement profit de leur exploitation. Donc, j'ai trouvé intéressant de lire cet article parce que cet article, il date de juillet 2020. Donc, il est vraiment récent, d'une part. Et d'autre part, vous savez, les Américains, ils célèbrent la déclaration d'indépendance le 4 juillet. Et c'est la date qu'on donne, le 4 juillet. Mais j'ai trouvé intéressant quand même de comprendre que dès le 2 juillet, le texte, il était bouclé. Mais ils l'ont remanié. Pourquoi? Parce que quelque part, on voit qu'il y a déjà là un compromis. Étant donné qu'ils savaient que l'économie des colonies reposait largement sur le travail des esclaves, aussi bien pour les États du Nord que pour les États du Sud, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé cette partie. D'accord? Alors là, je vais avancer un peu vite pour qu'on puisse arriver à la deuxième partie. Donc, ici, je vous ai mis la ligne des Milleries qui commence de 1798. Vous voyez bien? Oui. C'est assez grand? De toute façon, je ne peux pas faire autrement. On peut grossir? Non, je ne peux pas. Non. Attendez. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais me mettre ici sur mon tableau. Peut-être que vous verrez mieux. Non, mais c'est pas grave. Non, mais attends. Est-ce que vous voyez mon tableau? Oui. Vous le voyez bien ou pas?
Pas en totalité. Il faudrait que tu tournes un peu pour qu'on voit à droite. Là. Là, c'est bien, Ouais. c'est bien. Vous le voyez? Oui. C'est bon? Oui. C'est mieux comme ça? Oui. C'est bien. Je vous entends pas là. C'est bien. Ah oui, oui, c'est mieux, vraiment mieux. C'est bon. Ok. Donc ici, de 1798 à 1863, vous avez la ligne des millérites, d'accord? Mais sur cette ligne, j'ai rajouté d'autres balises. Parce que j'aimerais qu'on raisonne de cause à effet. C'est-à-dire qu'on va le faire dans ce sens-là et après on va le faire dans l'autre sens. On a 1619, Virginie, arrivée des colons. Le Mayflower, 1620, les pères pèlerins. OK? Mais déjà là, nous voyons qu'il y a des esclaves. OK? Bon. Ensuite, nous avons la déclaration d'indépendance 1776. Et dans cette déclaration d'indépendance, nous voyons que les délégués, ils ont fait le choix de ne pas citer l'esclavage. Bon. Et si nous continuons, je ne vais pas aborder les autres aspects, mais ce que nous voyons, c'est qu'en 1831, en 1833, en 1836, il y a eu là, ici, la naissance d'un mouvement anti-esclavagiste. Et nous voyons qu'en 1836, il y a eu je sais pas comment, une loi qui est en lien avec le fait qu'il était interdit, c'est la loi du bâillon, la règle du bâillon, qu'il était interdit de mentionner l'esclavage, parce qu'il faut comprendre qu'au niveau des États-Unis, tout ce qui concerne le Nord, les colons ont décidé de baser leur économie sur l'agriculture. Ce qui était cultivé dans le Nord, c'était le riz, le tabac, le blé. Et ce qui était cultivé dans le Sud, c'était le sucre, le coton, la banane, etc. Et pour travailler dans ces cultures, il fallait de la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, c'était les esclaves. Donc, aussi bien le Nord que le Sud, ils étaient concernés par l'esclavage. Mais le Sud avait besoin de beaucoup plus d'esclaves que le Nord. Pourquoi? Parce que dans le Sud, non seulement il fallait produire de la canne à sucre, mais ils avaient besoin d'esclaves pour travailler dans comment on appelle, les industries de fabrication de sucre et de rhum. Vous voyez? Donc, on avait besoin de cette main-d'œuvre. Mais avec la naissance des mouvements abolitionnistes, le Nord, à un moment donné, s'est positionné pour quand même garder ses esclaves, mais ne pas développer l'activité de l'esclavage en achetant d'autres esclaves, alors que ce n'était pas le cas dans le Sud. Je ne sais pas si vous voyez l'état d'esprit. Et lorsqu'on arrive aux élections de 1844, eh bien, les millérites ne se sont pas positionnés dans le sens où ils ne sont pas allés voter. Dans le livre dont nous parle l'ancienne Thèse, il est fait mention du fait que les millérites, on connaissait leur position politique, ils se seraient positionnés pour Henry Clay, mais ils ont fait le choix de se concentrer uniquement sur l'aspect religieux. Si bien qu'en ne regardant pas aux événements externes, ils n'ont pas compris que la corne du républicanisme n'était pas tombée et que Jésus ne pouvait pas revenir en fait. Donc, l'objectif pour moi, en vous présentant cette ligne, c'est de montrer que en 1844, avec l'annexion du Texas, eh bien, c'est l'expansion américaine vers l'Ouest. C'est ça l'idée. C'est de ce dont il est fait mention. Et qui dit expansion vers l'Ouest, dit expansion de l'esclavage. Et
il faut comprendre que 1844 est vraiment un point tournant dans l'histoire des États-Unis parce que l'annexion du Texas va entraîner la guerre américano-mexicaine. Et cette guerre américano-mexicaine, par la suite, elle va entraîner la guerre de sécession. Donc, vous voyez vraiment cette notion de cause à effet. La guerre de sécession a eu lieu parce qu'il y a eu à un moment donné, en 1850, le compromis de 1850, qui est la coupe pleine, où la nation américaine a rempli sa coupe de colère parce que au niveau de l'esclavage, le Nord aurait dû se positionner et dire non à l'esclavage, parce que le Sud, c'était clair que pour eux, ils acceptaient pleinement l'esclavage, mais avec tous les compromis que notamment Henry Clay a fait, la coupe est pleine, je la mets ici, la coupe pleine, mais vous avez déjà vu cet aspect. Cause à effet, 1850, eh bien 1850, c'est une conséquence de 1844. 1844, c'est une conséquence de ce qui se passe en 1831, etc. Et c'est une conséquence de tout ce qui se passe dès le début. Et dès le début, on voit qu'il y a l'esclavage. Donc tout ça pour vous montrer que tout au long de cette ligne, en fait, l'esclavage est présent dès le début. Donc les Millérites, quand leur histoire commence, on ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Parce qu'il y avait des Millérites, bien qu'ils possédaient des esclaves, mais ils étaient abolitionnistes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la destinée manifeste, l'idéologie de la destinée manifeste, le désir de construire une nouvelle Jérusalem, eh bien, ce qu'il y a derrière, c'est l'esclavage. Parce qu'il faut une main-d'œuvre pour pouvoir faire le travail. Je ne sais pas si j'ai été un peu vite, mais vous pourrez retrouver tout cela sur le site. L'objectif pour moi dans cette partie, c'est de montrer que notre histoire à nous, eh bien, nous devons, pour comprendre notre histoire à nous, nous devons appliquer une méthodologie. Et cette méthodologie, c'est ligne sur ligne. C'est comparer l'histoire des Millérites, qui est l'alpha de l'Israël moderne, avec l'oméga, notre histoire, l'histoire de l'Israël, l'oméga de l'Israël moderne. Et donc, nous comprenons que nous devons nous aussi aller dans l'analyse de nos événements externes pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ont commis les Millérites. Il nous faut aller dans... Excuse-moi, les Millérites, ce qu'on leur reproche, c'est de ne pas avoir été votés. Oui, ils ne se sont pas positionnés parce qu'ils sont restés concentrés que sur l'aspect religieux. Et donc, du coup, en restant concentrés sur l'aspect religieux, ils n'ont pas compris que la corne du républicanisme n'était pas tombée. Oui. Donc, nous, en allant vers les événements externes, toujours en respectant une méthodologie, nous comprendrons mieux la relation de cause à effet qui va se produire dans notre histoire. Et on voit que l'esclavage est agité dès le temps de la fin, 1798. Il y a déjà une histoire en lien avec l'esclavage ici. Donc, nous devons, pour comprendre notre histoire, nous devons nous aussi voir quel est l'événement qui est agité dès 1989, notre temps de la fin. Et nous devons voir quels sont les événements externes qui sont en lien avec chacune de nos balises. OK? Mais, donc, en fonction de la deuxième citation de Parabole de Jésus que nous avons, non, Puissance de la grâce que nous avons lue, on comprend que la vérité qui accomplit une œuvre en nous, pour notre histoire,
sur notre ligne, eh bien, elle doit comprendre aussi des événements externes. Je ne sais pas si vous voyez. Ce ne sont pas que les écrits de l'inspiration qui vont nous aider à établir la vérité. Pour établir la vérité, nous devons aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur. Mais souvent, en tant que croyants, comme nous sommes attachés à un, ainsi a dit l'Éternel, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faut voir les tenants et les aboutissants, nous pouvons avoir de la réticence à accepter le fait d'aller regarder aux événements externes. Et donc, du coup, nous passons à côté, tout en disant que nous acceptons la méthodologie. Alors moi, ce que je vous propose de faire dans cette deuxième partie, et je vais reprendre le partage d'écran. Ce que je vous propose de faire dans cette deuxième partie, c'est de voir d'essayer de comprendre d'où vient la difficulté que nous avons à accepter la vérité. Ce n'est pas exhaustif, il y aurait plusieurs raisons. Mais nous allons essayer de voir cet après-midi une des raisons. Vous savez, la citation que nous avons lue qui disait « Nous acceptons la vérité grâce à nos différentes facultés », eh bien, nous avons dit que qu'il est fait mention de nos facultés intellectuelles, donc de notre cerveau. Et je vous invite à voir comment fonctionne notre cerveau par rapport à la vérité, par rapport à une information. Et notre cerveau, en fait, il va fonctionner selon deux modalités. Une première modalité qu'on appelle la pensée rapide ou le mode réflexe, et une deuxième modalité qu'on appelle la pensée lente ou le mode raison. D'accord? La pensée rapide, elle est intuitive, inconsciente, émotionnelle, et elle ne demande pas du tout d'effort en termes de consommation d'énergie. OK? En termes de consommation d'énergie, elle ne demande pas d'effort. Le second mode de fonctionnement, qui est le mode appelé donc la pensée lente, elle demande de la réflexion, du raisonnement. Par contre, elle demande beaucoup plus d'efforts parce qu'elle demande de la concentration. Donc, elle demande beaucoup plus d'efforts en termes de consommation d'énergie à notre corps. Mais il faut savoir que dans notre mode de fonctionnement corporel, le corps, il cherche toujours à gaspiller le moins d'énergie possible. Donc, comme il veut gaspiller le moins d'énergie possible, le mode de pensée qu'on va utiliser le plus souvent va être lequel? Le réflexe. Le mode réflexe. Réflexe. D'accord? Le mode réflexe. Et donc, si c'est le mode réflexe, qu'est-ce qu'un réflexe? Un réflexe, ça va être une réaction ou une réponse qui va être automatique, involontaire ou inconsciente. Pulsionnel. Et elle va être immédiate en dehors de toute décision ou réflexion. D'accord? Mais le mode rapide, il prend environ quelques millisecondes pour réagir. Et comme vous avez dit, elle ne demande pas de réfléchir. Alors que le mode lent, le mode raison, c'est un mode qui est conscient et qui dépend de notre volonté. On décide. Nous allons prendre quelques exemples. Alors, je ne sais pas si je les ai mis. Nous allons prendre quelques exemples. Ici. Pour réfléchir, pour respirer, nous n'allons pas réfléchir. C'est automatique. Pour cligner des yeux, nous n'allons pas non plus réfléchir. Ça se fait automatiquement. D'accord? Pour faire une grimace lorsque nous mangeons un aliment amer,
il n'y a pas de réflexion non plus. Dès que tu as mis l'aliment amer dans ta bouche, tout de suite, ça y est, tu vas faire une grimace. OK? Mais tu ne vas pas réfléchir non plus lorsque tu vas voir un cafard si tu en as peur, un lion si tu en as peur, ou une araignée si tu en as peur. Pourquoi? Parce que le cerveau aura enregistré que le lion est un animal devant lequel il faille fuir. Et ça peut être la même chose pour un cafard ou une araignée. Tout ça pour vous dire qu'il y a certaines activités, il y a certains principes qui peuvent devenir rapides et automatiques parce qu'on les aura pratiqués et le cerveau les aura intégrés depuis de longues dates. Donc, ils deviennent des réflexes. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'il fallait dire. C'est que ça devient un réflexe, n'est pas forcément un réflexe comme ça de par nature. Il le devient à partir du moment où il y a une acquisition qui s'est faite avec le temps. Tu peux reprendre, s'il te plaît, je n'ai pas bien entendu. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être en mode réflexe après de longues années de pratique, de comportement, voilà, surtout de pratique, évidemment, puisque le réflexe demande de la pratique, et que le mode réflexe, c'est le résultat soit de l'inné, mais ça, on n'y peut pas grand-chose, mais il peut être aussi le fruit de l'acquis. On acquiert quelque chose avec le temps et ça devient un réflexe parce qu'on a pris l'habitude. C'est le cas de fumeur, par exemple. Le fumeur va avoir des gestes réflexes, non pas qu'il l'avait à la naissance, mais il l'a pris parce que petit à petit, en fumant, il a fini par avoir le mode réflexe. Voilà. Là, j'ai mis deux autres exemples où ça devient de l'acquis. La respiration, la mastication et tout ça, le clignement de l'œil, ce sont des réflexes autonomes. D'accord? Mais par contre, tout ce qui concerne le fait de faire du vélo ou de conduire une voiture, ce sont des choses, des actions que nous avons apprises, une action apprise, et à un moment donné, ça devient automatique. Quand tu fais du vélo, tu ne réfléchis pas. Quand tu conduis ta voiture, tu ne réfléchis pas. Mais le cerveau, le mode réflexion, le mode raison du moins, peut avoir une incidence sur le mode rapide parce que à certains moments, quand tu conduis, bien que ce soit automatique, mais comme tu te retrouves dans une situation compliquée parce que la route, elle est très compliquée, elle est sinueuse, ça demande de la réflexion parce que ça demande de l'attention. D'accord? Donc, vous l'aurez compris, la pensée rapide, on ne peut pas l'empêcher d'arriver. Le mode réflexe, c'est un réflexe. Donc, on ne peut pas l'empêcher d'arriver, ça vient tout seul. Alors que, parce que le mode rapide, il a un but, deux buts précisément. Son but, c'est de nous faire gagner du temps et c'est automatique. C'est pour nous protéger. Protéger et gagner du temps. Gagner du temps, parce que si on devait apprendre à conduire la voiture tous les matins, on perdrait du temps. C'est pour ça que c'est intégré comme un réflexe et ça se fait tout seul. Mais il y a plein d'autres aspects aussi où on ne réfléchit plus. Ce sont des réflexes. Donc, protéger, parce que lorsque je vais voir un animal dangereux, c'est intégré comme information, il me faut courir pour me protéger. Mais je ne réfléchis pas à cela, ça se fait tout seul. Le mode rapide, le mode lent, le mode raison, le mode lent, on a dit que c'est la réflexion, le raisonnement, ça demande de l'effort, de la concentration, mais ça demande du temps, de l'attention. Et je vais vous donner un exemple. En mode lent, mode raison, si je vous dis de calculer 59 fois 11, vous ne pouvez pas le faire de claquement des doigts. Il faut réfléchir. D'accord? Pareil pour la deuxième multiplication. Il faut réfléchir. Si je vous dis de lire
ou d'écrire certains mots compliqués comme ceux qui sont ici, parallélépipède, testostérone, nonostan, coccyx, etc., ben, ça demande de la concentration. Donc, ce sont ces aspects-là qui sont liés, associés à la pensée lente et au mode raison. C'est le fait qu'il faille du temps, de l'attention, de la concentration. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que la pensée lente, elle est en capacité d'interagir sur la pensée rapide. Pourquoi? Parce que face à une araignée, en pensée lente, comme j'ai peur des araignées, en pensée rapide, comme j'ai peur des araignées, je vais fuir. Mais la pensée lente, elle va me dire, attention, l'araignée n'est qu'un insecte qui est plus petit que toi. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai réfléchi. C'est la pensée lente qui a pris le dessus. Et donc, du coup, au lieu de courir au point de me casser une jambe, je vais réfléchir. Soit je vais tuer cet insecte, soit je vais simplement continuer mon chemin. Mais je ne vais pas prendre de risque. Est-ce que vous voyez la différence qui existe entre ces deux modes? Je ne vous entends pas. Oui. Oui? Oui, oui. 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 La pensée rapide, comme la pensée rapide est un réflexe et qu'on ne peut pas la contrôler et qu'elle est automatique, la pensée rapide, elle aura tendance à quoi? Mal interpréter les contextes. Oui, elle aura tendance à commettre des erreurs. Elle aura tendance à commettre des erreurs parce qu'elle va très vite. Mais ce qui est déstabilisant, c'est que la majorité des êtres humains, quoi qu'ils pensent, ils fonctionnent tous en mode rapide, en mode réflexe. Le mode lent, il intervient après. Heureusement, tu voulais dire quelque chose? C'est le mode rapide qui régit nos décisions. Et ça, et le plus souvent, on ne s'en rend pas compte, évidemment, puisque c'est un réflexe. On ne prend pas conscience que notre façon d'interagir les uns avec les autres, notre façon d'étudier, de lire la Bible, de lire un document, tout simplement, pas forcément la Bible, eh bien, c'est le mode réflexe qui sort en premier. OK? Et la pensée lente, elle est là pourquoi? Elle est là pour surmonter les impulsions et surmonter les intuitions du mode réflexe. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui, oui, ça va, merci. Oui. Bon. Donc, on disait, Jean-Michel disait que, comment tu disais ça, Jean-Michel? La pensée rapide, elle aura tendance à faire quoi? La pensée rapide, mais à ne pas bien intégrer tout le contexte parce qu'elle voit certaines choses, elle n'évalue pas bien la situation, mais voilà, elle a court-circuité des tas de données et elle a décidé, elle a pris tel choix et voilà, elle peut avoir une bonne réaction, hein, c'est pas toujours négatif, mais bien souvent on oublie des tas de choses, des tas de données qui font que si c'est, comme tu le dis, une démarche intelligente, etc., qu'il faut avoir, il y a de grandes chances pour que le mode réflexe nous amène à pas bien choisir, quoi. Oui, voilà. Alors, attention, hein, le mode réflexe, de toute façon, on ne peut pas l'enlever, c'est notre mode de fonctionnement. Mais la plupart du temps, le mode réflexe, il fonctionne bien parce qu'il y a de bonnes informations qui sont quand même intégrées.
Mais quand il s'agit de certaines décisions importantes, le mode réflexe, en règle générale, il a tort. D'accord? Le mode réflexe, comme il a tendance à commettre des erreurs, il croit toujours que ce qu'il a vu, que ce qu'il a entendu et que ce qu'il sait, c'est ça la vérité. Je me répète. Le mode réflexe, il croit toujours que ce qu'il a entendu, que ce qu'il a vu et que ce qu'il sait déjà, c'est ça la vérité, c'est ça le vrai, c'est ça la réalité. Et c'est ce qu'on appelle une synecdoque. Alors, nous allons voir un peu la définition de synecdoque. Synecdoque, c'est une figure de style, en fait, par laquelle on fait entendre le plus en disant le moins. C'est-à-dire que le tout peut représenter la partie ou la partie peut représenter le tout. Juste pour illustrer, tout ce que je vois est tout ce qui est. À partir du moment où j'ai vu une chose, c'est ce qui est. D'accord? Mais prenons des exemples de synecdoque. Quand on dit par exemple, la ville est envahie de roux, eh bien, c'est une synecdoque parce qu'on va utiliser le mot roux pour pouvoir désigner des voitures. D'accord? Donc, on prend une partie de la voiture pour illustrer la voiture. Donc, la partie illustre le tout. Vous avez vu? Oui, oui. Je prends un deuxième exemple. Quand on dit « il y a 300 voiles dans le port », en fait, les voiles ne se portent pas tout seuls. Les voiles sont sur un bateau. Donc, au lieu de dire « il y a 300 bateaux à voile dans le port », on dit « il y a 300 voiles ». Donc, on prend toujours une partie pour illustrer le tout. On prend une partie du tout pour illustrer le tout. Vous voyez? On prend une partie du tout pour illustrer le tout. D'accord. Donc, c'est ça une synecdoque. C'est-à-dire qu'on n'a pas... on s'arrête à une information et à partir de l'information, et on pense que l'information qu'on a représente le tout. Je prends un exemple concret. Charles, il est passé à côté de moi, mais il ne m'a pas dit bonjour. Alors, la pensée rapide, tout de suite va dire « Ah, Charles, il m'en veut, il est fâché après moi. » Tout ce que je vois, c'est tout ce qui est. Et je peux même avoir des témoins. Ce sont des faits. Charles est passé à côté de moi, il ne m'a pas salué. Il m'en veut. D'accord? Ça, c'est la pensée rapide. Mais la pensée lente, donc la réflexion, elle va dire, eh bien, peut-être que Charles était pressé, ou tout simplement, il ne m'a pas vu car il était concentré sur une autre chose. Et c'est là où la pensée lente, elle intervient pour pouvoir rectifier ce que la pensée rapide aurait compris. Et effectivement, dans la situation que je viens de vous décrire, il y a une correction à apporter. Pourquoi? Parce que oui, Charles, il était pressé, mais il était pressé parce qu'il devait aller enlever les haricots rouges du feu. Et comme les haricots rouges allaient brûler, il fallait qu'il aille vite. Parce que vous savez très bien que les haricots rouges, pour Charles, c'est sacré. Donc, la pensée rapide, mes amis, elle peut se Rectifier. Se tromper. Tromper, oui. Là, elle s'est trompée, la pensée rapide. Je ne sais pas si... Oui, vous avez vu, la pensée rapide. Donc, elle s'est trompée. Nous avons besoin de la pensée rapide parce que c'est elle qui nous permet de fonctionner sans dépenser d'énergie tous les jours et à chaque instant. Il y a des choses que nous faisons machinalement, sans réfléchir. Ça, c'est la pensée rapide. Et heureusement que nous avons ce mécanisme-là pour pouvoir fonctionner au quotidien.
d'accord? Mais la pensée lente, la raison, elle va questionner, elle va analyser et elle va même remettre en cause les messages de la pensée rapide. Et ceci, pourquoi? Pour pouvoir ajuster nos réponses aux stimuli extérieurs. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous avez des questions par rapport à ça? Très bien, c'est très clair. Alors, merci. Je trouve ça formidable. Vous comprenez? Tu comprends, Laurence? C'est bon? Ah oui, 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 vraiment. Je suis contente, ouais. Ok. Donc, vraiment, nous avons besoin, enfin, pas nous avons besoin, nous fonctionnons avec ces deux modes de pensée et ça fait partie de notre nature. Okay? Ce qui veut dire, en fait, que la pensée rapide peut être, comment dire, modifiable. Alors, reprogrammé, je préfère. Voilà. Ce qui n'est pas... Le principe, le fait que ce soit un réflexe, ça, c'est pas modifiable. Parce que c'est un réflexe. D'accord? Donc, tu ne modifies pas un réflexe. C'est clair. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il nous faut plus stimuler notre pensée lente pour l'amener à corriger les messages de la pensée rapide. Exactement. Voilà. D'accord? Parce que comme la pensée rapide, elle dit, eh ben, tout ce que je vois, c'est tout ce qui est. La pensée lente doit ramener dans le contexte et dire, ben non. D'accord? Mais en fait, comment ces deux modes de pensée peuvent-ils influencer ma façon de recevoir la vérité? Parce que n'oubliez pas que nous avons dit, selon la citation, que nous recevons la vérité en fonction avec nos capacités intellectuelles, nos capacités mentales, notre cerveau. Et là, nous venons de voir que notre cerveau fonctionne selon deux modes. Alors, en quoi ces deux modes-là peuvent influencer notre façon de recevoir la vérité? Si je fais comme nous fonctionnons le plus souvent en mode rapide, je vais dire que tout ce que je sais du rôle de la femme, selon la façon dont j'ai toujours lu la Bible, c'est tout ce qui est vrai et tout ce qui est juste. Et ça, c'est une synecdoque. Tout ce que je sais, tout ce que je vois, c'est tout ce qui est. C'est ce que je vois, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est, c'est la vérité, je m'arrête là. Mais le cerveau fonctionne aussi par comparaison. Non, quand tu parles de comparaison, donc tu parles déjà de la pensée rapide, lente. Tu es déjà dans la réflexion. Tout à fait. Non, mais là, j'étais juste dans la pensée rapide. C'est la réflexion, c'est comment dire, c'est la réflexion qui va amener justement ta pensée rapide à voir autrement. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À la dompter. Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord. Oui, c'est ce que je disais. Mais là, je disais comment la pensée rapide réagissait par rapport à un texte biblique. Donc, la pensée rapide, elle dit, en tant que croyant, la Bible est ma seule référence. J'ai une lecture littérale des Écritures. Et c'est un mode réflexe de protection. Parce que le réflexe, il sert à nous protéger. Mais la pensée lente, elle va dire quoi? Elle va dire, oui, la Bible est ma seule référence. Mais je dois mettre un texte, aussi bien la Bible que les écrits de la Sœur Watt, dans son contexte pour pouvoir comprendre. Et cela exige de ma part, comme tu disais Jean-Bernard, parce que tu vas parler de comparaison, cela exige de la réflexion et cela exige de la recherche. Mais souvent, nous sommes fainéants et nous n'avons pas envie. Un autre, pour aller plus loin,
Et nous l'avons vécu, ça, mes amis. Nous l'avons vécu. J'ai toujours appris que la loi du dimanche est en lien avec le samedi-dimanche. Je pense que tout le sujet, c'est ça. Ça, c'est une synecdoque. J'ai limité LD, bien que ce soit LD, à samedi-dimanche. Si bien que lorsque les anciens développent sous la direction de Dieu, avec la méthodologie, que la LD n'a rien à voir avec la notion de samedi-dimanche, j'active tout de suite le mode réflexe. Je me protège et donc je rejette. Mais parce que le réflexe, c'est un mécanisme que Dieu nous a donné pour survivre et pour nous préserver de danger. Donc, comme je veux me protéger du fanatisme, donc qu'est-ce que je fais? Je bloque, je reste en mode réflexe. Dans un premier temps, le mode réflexe ne voit pas le principe sous-jacent dans la LD. Et quand le mode raison est enclenché, le mode raison, il voit le principe. Il comprend que dans le principe de la LD, il y a une notion de privation de liberté, une notion d'inégalité, et du coup, lorsque on arrive au nationalisme, au sexisme, à l'homophobie, oui, ce principe-là ressurgit et on comprend que l'inégalité et la LD, les principes qui les unissent, c'est notre message du de Crimini et la loi du dimanche, samedi versus dimanche. Le principe qui est sous-jacent, c'est la liberté de l'individu. Et là où nous sommes en danger, c'est que le mode réflexe, eh bien, le mode réflexe, il va limiter notre pensée, il va limiter la compréhension du message et il peut même nous amener à demeurer dans le conservatisme. Et c'est pour cela que Dieu, d'après ce que je comprends, il nous invite, par le biais de la méthodologie, à raisonner, à penser. Alors, c'est pour ça que parfois on peut se dire, on répète toujours les mêmes lignes de réforme, on répète toujours les mêmes choses et tout ça. Mais en fait, la méthodologie, elle doit être vue comme un garde-fou. C'est un garde-fou pour nous aider à ne pas tomber dans les pièges du mode réflexe. Et son but, le but de la méthodologie, c'est de nous inciter à solliciter la pensée lente, le mode raison. Et là où je pense qu'il faut aller plus loin, c'est que la méthodologie, elle ne nous est pas donnée uniquement pour comprendre un texte. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on s'arrête à la compréhension d'un texte. Mais en fait, la méthodologie, elle nous est donnée pour modeler notre cerveau, donc nos facultés intellectuelles, en nous amenant à intégrer des principes. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Et ça, justement, ça nous aide aussi dans notre rapport aux autres. Oui, bien sûr, voilà, bien sûr. Donc, moi, en abordant ce sujet, en travaillant sur ce sujet, ce que je comprends, c'est qu'il est important pour nous de ne pas dissocier les messages de l'ancienne Thèse des messages de l'ancien Parmideur, parce que il y a des gens qui disent « oui, moi j'écoute que Thèse ». Mais c'est une erreur, parce que le message du cri de minuit, il est emmené aussi bien par l'ancienne Thèse que par l'ancien Parmideur. On ne peut pas les dissocier, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le message du cri de minuit, il y a aussi le message de la nature de l'homme. Et la compréhension du fonctionnement du cerveau fait partie du message de la nature de l'homme. Pour comprendre
le message de la nature de l'homme qui a été emmené en 2017, mais il n'a pas fini d'être développé. Et pour comprendre comment la vérité influence mon être, je dois comprendre comment je fonctionne. Je dois comprendre comment je fonctionne. Et c'est pour ça que j'insiste, on ne peut pas dissocier les deux messages. On ne peut pas les dissocier. Je continue. Alors, certains pourraient dire, enfin moi je peux dire, ce que tu racontes, ben, ce n'est que de la psychologie, c'est pas du tout biblique. Et puis, la sœur White, elle n'est pas pour la psychologie. Alors, bien évidemment, il y a des citations, effectivement, où la sœur White, elle associe la psychologie à la phrénologie et au mesmérisme. Elle dit qu'ils ont de bons côtés, mais que Satan s'en sert. D'accord? Mais selon la méthodologie, je vais prendre ces citations et je vais les mettre dans leur contexte. Et quand je prends ces citations et que je les mets dans leur contexte, je comprends qu'on était au début, on était au balbutiement de la psychologie et que oui, à son époque, la psychologie est la science de la compréhension de la structure et du fonctionnement de l'activité mentale et des comportements. On comprend qu'à ses débuts, cette science, elle était associée à la phrénologie, qui est l'étude des capacités intellectuelles en fonction de la forme du crâne, et le mesmérisme, qui est associé, c'est vrai, à la magie, etc. Donc, c'est une mise en garde, c'est vrai, il faut faire attention. Et je ne vais pas vous dire, allez, ça y est, on va tous voir des psychologues. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout comme la physiologie, qui est l'étude du fonctionnement de notre corps physique, nous aide à comprendre les maladies et à mieux appliquer les 8 lois de la santé, c'est ainsi aussi que la psychologie nous aide à mieux comprendre comment fonctionne notre corps mental, notre cerveau, et ainsi nous amener à adopter de meilleures attitudes, et notamment en termes de compréhension de la parole de Dieu. Je peux aussi dire, ce n'est que Jésus qui sauve, car lui-même, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, ce n'est pas nécessaire pour moi de comprendre la nature de l'homme. Mais là encore, je dirais, on se trompe, parce que comme notre méthodologie est ligne sur ligne, quand nous allons dans l'oméga de l'Israël ancien, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les Juifs et les pharisiens, ils avaient une conception de la venue de Jésus. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours en mode rapide. Et c'est le mode de fonctionnement de tous les humains. Nous sommes toujours en mode rapide. On ne passe pas en mode lent. Donc, quand Jésus, il leur parlait en parabole, eh bien, ils ne voyaient pas que la parabole était une illustration pour comprendre le spirituel qu'ils disaient eux-mêmes attendre. Vous voyez? Donc, le mode rapide existe, nous l'utilisons en permanence, mais nous ne pouvons pas toujours lui faire confiance parce que tout ce que je vois n'est pas forcément tout ce qui est. Vous voyez, tout ce que je vois, quand on parle de qui est Dieu, nous avions une compréhension de Dieu et nous disions que c'était circonscrit, nous avions toute la connaissance. Mais plus nous avançons dans le message, nous comprenons qu'en fait, nous ne connaissions pas. Mais si nous fonctionnons toujours en mode rapide, en mode réflexe, et que nous ne laissons pas le mode lent questionner, analyser et rejeter parfois les erreurs du mode réflexe, nous ne pourrons pas comprendre les différents événements qui vont se produire dans le futur.
Donc, l'objectif pour moi dans cette deuxième partie, c'était de montrer que nous devons prendre en considération la nature de l'homme pour correctement intégrer le message du cri de minuit. Et en lien avec ce que nous disions au début, nous sommes enfermés en fait dans une synecdoque. Tout ce que je sais, tout ce que j'ai toujours appris, c'est tout ce qui est vrai. Mais il faut faire attention parce que notre pensée rapide, elle nous piège et elle peut encore continuer à nous piéger. Et je ne sais pas si vous remarquerez, mais souvent, les anciens ils disent ayez l'esprit ouvert. Mais quand ils disent ça, ça ne veut pas dire que ça y est, on accepte tout. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est une mise en garde pour ne pas fonctionner toujours en mode réflexe, mais de partir dans l'analyse et se dire peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir dans ce qui est amené. Mais je vais voir. Mais comme ça demande de la réflexion, comme ça demande de la recherche, alors souvent, c'est plus facile de dire non. C'est pas bon. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que non seulement Dieu, il nous donne un message, une information, un message, mais il nous donne aussi une méthodologie pour fonctionner, parce qu'il sait, lui, que notre mode de pensée n'est pas bon. Et il y avait eu une étude qui s'appelait, je crois que le titre était Changer d'état d'esprit. Et je crois que c'était en lien avec le taureau d'Apis, je crois. Je ne me rappelle plus trop si c'était ça. Mais en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je vous dis, si vous écoutez que ce que dit l'ancienne thèse, mais que vous n'allez pas écouter ce que dit l'ancien parlementaire pour voir la corrélation qui existe entre les deux et comprendre pourquoi, à certains moments, on est bloqué sur certains aspects, on ne pourra pas enlever le blocage. Et donc, on ne peut pas avancer. Une question. Et là, il est écrit dans Testimony for the Church que la phrénologie, enfin, ça laisse sous-entendre que la phrénologie a quelque chose, comment dire, d'intéressant. Oui, c'est-à-dire, parce qu'ils ont leur bon aspect, c'est-à-dire qu'au tout début, ce sont des moyens, parce que n'oublie pas qu'on est un peu dans l'ère de la Renaissance, hein, le siècle des Lumières, et on est en train de découvrir plein de choses dans plein de domaines, et notamment au niveau de la santé. Donc, on découvre la physiologie. Et pour comprendre la physiologie, il faut travailler sur notamment l'anatomie. On a travaillé sur des corps morts, donc des squelettes, des têtes, des cadavres, tout simplement. Et on a compris aussi le système nerveux, qu'il y avait des influx nerveux. Et donc, au début, la phrénologie et le mesmérisme, ils peuvent décrire des aspects physiologiques qui existent. Mais ensuite, il y a eu des dérapages mystiques. Et comme il y a eu des dérapages mystiques, c'est pour ça qu'elle dit, ils ont leur bon côté. Comme il y a eu des dérapages mystiques, alors elle met en garde en disant non. D'accord? Ouais. Mais donc, moi, l'objectif, en fait, le moment que je voulais partager avec vous, c'est ça, en fait. C'est vraiment qu'on apprenne à réagir, et on l'a dit, l'intervenant, ça pas dernier, l'a dit, qu'on apprenne à réagir de cause à effet. Alors, on a de la facilité à le faire en ce qui concerne l'intellect. Quand je vous ai montré tout à l'heure la ligne avec l'esclavage, on comprend pourquoi il y a eu la guerre de sécession. Ça, c'est ça, c'est les faits. Et les faits, ben, c'est l'esclavage qui a été institué. Et toutes les étapes qui ont mené à tout cela, hein, je saute les étapes. Là, on le voit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en tant qu'individu, j'ai aussi un mode de pensée.
qui m'amène, oui ou non, à accepter une vérité, oui ou non, à interagir d'une façon ou d'une autre avec ceux qui m'entourent. Mais c'est lié à mon mode de pensée. C'est pour ça que, personnellement, quand j'interviens, je vous dis toujours, méditez sur les messages, en fait. Ne vous contentez pas de les ingurgiter, mais méditez dessus. Et quand je dis méditer, c'est utiliser la pensée lente et de voir tout ce que je sais, tout ce que je vois, ce n'est pas forcément tout ce qui est. Pour terminer, je vous dirais, imaginez que vous ayez une image et sur cette image, c'est comme quelqu'un qui prend une photo, un photographe. Le photographe, il zoome sur une jolie fleur. Et au fur et à mesure qu'il s'éloigne et que la photo s'agrandit, on se rend compte que cette jolie fleur, eh bien, elle est sur un arbre qui est au milieu d'un grand jardin. Ce que je veux dire, c'est que souvent, on se concentre que sur la fleur. Mais en fait, il n'y a pas que la fleur. Il y a un jardin avec plein d'autres fleurs. Donc, tout ce que nous sommes en train de voir dans le cadre du mariage, on peut penser que ça n'a aucune utilité, mais en fait non, parce que ce sont des outils qui permettent de comprendre comment on fonctionne, comment l'être humain fonctionne, et du coup, comment Dieu fonctionne. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et voilà, c'est tout ce que je dis. Si vous avez des questions, parce que la méthodologie, quand Dieu nous donne la méthodologie, il nous invite à solliciter, comme je vous disais, le mode de pensée lent pour devenir, en fait, des personnes matures, des personnes cohérentes et donc des personnes parfaites, telles que Dieu lui-même, il est. C'est ça le but de la méthodologie. La méthodologie, ce n'est pas juste le texte. Je ne dis pas qu'il ne faille pas l'appliquer dans le texte. D'ailleurs, on a vu que c'est important d'appliquer dans le texte pour comprendre le texte et faire de bonnes applications. Mais il faut aller au-delà. Il faut comprendre quel est le principe. Et souvent, pas souvent, le mode rapide, il ne va pas dans le principe, lui. Parce que c'est trop compliqué d'aller dans le principe. Parce que d'aller dans le principe, ça demande de la réflexion. Il va au plus rapide. Je vous écoute. Donc, qui dit réflexion lente, dit du jugement adapté. Le plus souvent, la pensée lente porte de meilleurs jugements que la pensée rapide. Ok. Ben écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais prier. Tu penses un jour parler de l'électrochimie du cerveau? Peut-être, je ne sais pas. Okay. Il faudra qu'on discute à propos de la phrénologie parce que j'ai constaté en fait qu'il ne s'est pas attendu bien longtemps avant qu'il y ait des dérives avec cette chose qu'on appelle science. Voilà. Lionel, est-ce que tu... Ah, pardon. JB, t'as fini? Excuse-moi. Oui, je t'en prie, c'est pas grave. Très vite, en fait, il y a eu des dérives. Souvenez-vous, justement, cette histoire où, selon le faciès, on pouvait déterminer que telle ou telle personne était criminelle voilà, ou inférieure. Rappelez-vous la Vénus noire, par exemple. Oui, c'est ça. Les dérives ont été très rapides, en fait. À peine sorti tout de suite, les gens se sont, engouffrés dans ce truc-là pour pouvoir dire et faire n'importe quoi.
à propos de leur prochain. Muriel, est-ce que tu peux redire, tu as été très vite ou c'est moi qui n'ai pas compris assez rapidement, quand tu as fait le lien, Muriel, entre les facultés pour recevoir donc la vérité, avec justement le mode réflexe et le mode lent. Je ne sais pas si tu te souviens de cette partie. Est-ce que tu peux redire le lien entre les deux? Pourquoi la relation que tu fais entre les deux? Non, la relation qu'on fait avec les deux, c'est que le mode rapide, c'est un mode réflexe. Donc, le mode réflexe, j'ai pris l'exemple de la LD. Hein. Comme le mode réflexe, il a toujours entendu que la LD, c'est samedi, dimanche. Donc, ça, c'est enregistré dans le cerveau. Tu n'as pas à réfléchir pour ça. Tu l'as appris depuis que tu es dans l'adventisme, tu as 0 ans, jusqu'à maintenant. Donc, quand tu entends ça, forcément, tu réagis en mode réflexe en disant non, c'est pas possible. Ça, c'est le mode réflexe. Parce que le mode réflexe, il cherche à se protéger. C'est comme si c'était un danger. C'est comme si je te dis maintenant, le lion, il est gentil. Tu ne vas pas me croire. Tout de suite, tu vas passer en mode réflexe et tu vas dire non, je vais me cacher. Vous voyez, tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut enclencher le système 2, le mode lent, parce que le mode lent, il est dans l'analyse, et le mode lent, il a la capacité de mettre en doute ce que dit le mode réflexe. Et comme il a la capacité de mettre en doute, donc il va analyser et il va chercher parce qu'il va raisonner avec des principes. Et le fait de raisonner avec des principes, ça va l'amener à intégrer le stimuli, l'information qui aura été emmenée. Donc, c'est ça le lien entre... C'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre comment nous fonctionnons et quels sont les... C'est ce que Jean-Michel disait tout à l'heure. Quels sont les acquis que nous avons intégrés qui sont devenus des réflexes. C'est pour ça que je vous disais que si nous travaillons toujours en mode réflexe, nous allons nous retrouver à perpétuer le conservatisme tout en disant accepter le message et accepter la méthodologie. Nous allons intellectuellement accepter la méthodologie parce que nous allons faire un lien de cause à effet entre la guerre de sécession et 1850 et l'esclavage. Ça, c'est super génial. Mais moi, je dis toujours, si nous savons faire ça, mais nous ne sommes pas en capacité de comprendre que dans notre raisonnement interne, nous sommes toujours en mode réflexe. Mais quand les tests qui vont arriver dans les autres dispensations, qui vont encore plus nous impacter, vont arriver, nous allons les rejeter parce que nous allons toujours fonctionner en mode réflexe. Nous n'allons pas passer en mode réflexion. Ah, si on me dit que Dieu, il est comme ça, pourquoi on dit ça? Quels sont les arguments qui sont amenés pour me faire comprendre ça? Je ne sais pas si tu vois. Si. En fin de compte, le mode lent te fait raisonner par rapport à tes acquis, aussi par rapport à ce que tu vois et t'entends. Donc, le fait que tu te poses pour analyser les tenants et les aboutissants, après, ça te permet, en fin de compte, d'avoir le temps d'analyser une situation donnée et d'y réfléchir et après de l'accepter ou de la rejeter. Tandis que le mode réflexe, lui, il va te dire, bon, ok, moi j'ai toujours appris ça ou j'ai toujours lu ça. Par exemple, dans la Bible, la femme ne met pas de pantalon ou l'homme est le chef de la femme. Donc, ce qu'on dit là dans le mouvement, c'est du n'importe quoi. Voilà. Ouais, c'est ce que tu veux dire. Donc, d'où la raison que tu nous montres que c'est super important lorsqu'on reçoit une nouvelle vérité ou lorsqu'il y a une vérité qui est rediscutée dans notre dispensation, de passer en mode lent.
raison. Non. Parce que sinon, automatiquement, on la rejette parce que ça va à l'encontre de ce qu'on a appris. On se dit non, c'est pas possible. Voilà. Si ce matin, quelqu'un disait non, c'est une secte, ce mouvement, c'est du n'importe quoi. Je sais pas qui est-ce qui disait ça ce matin. Bon. Mais c'est... Excuse-moi. Ça permet aussi comment dire, de comprendre véritablement ce que représente la notion de chef. Tu as dit quoi? Je n'ai pas compris. Non, j'ai dit ça permet aussi de comprendre ce qu'il y a derrière la notion de chef, parce que bien souvent, on a une idée dans le mode schéma de réflexe rapide, de compréhension rapide, on a tendance à mettre une image sur ce que représente le chef. Or, bien souvent, le chef n'est pas du tout l'idée de ce que l'on en fait. Mais moi, bon, mon objectif de mon intervention cet après-midi, c'était juste, je me le répète, mais c'était juste, et je vais clôturer avec ça, c'était juste pour dire, merci Charles, que il nous faut vraiment apprendre à raisonner de cause à effet, à ne pas considérer que tout ce que je sais, tout ce que j'ai toujours su, c'est tout ce qui est vrai. Il nous faut passer de mode réflexe à mode raison. Et c'est la méthodologie que Dieu nous donne pour pouvoir non seulement avoir une bonne lecture du texte biblique, mais pour réorganiser notre façon de penser. Parce que nous pensons toujours en mode rapide pour nous protéger, mais nous avons du mal à passer en mode réflexe. Et ça, observez-le dans tous les aspects de votre vie, observez-le bien, et je me répète, dans tous les aspects de votre vie, le plus souvent, nous sommes en mode réflexe. Oui, mais peut-être qu'une autre problématique, je suis en train de réfléchir à ce que tu dis. Je me fais discuter par Charles, là. Hein. Tu dis que l'outil, c'est la méthodologie, mais il s'avère que peut-être que plein de personnes ne comprennent pas justement cette méthodologie. Alors, comment, par rapport à ça, à cette réalité, comment ils peuvent vraiment utiliser le mode langue ou raison pour pouvoir comprendre ce qui est dit. Tu n'en as pas parlé dans ton étude, mais est-ce que tu as réfléchi à ça? Mais alors, la compréhension de l'élément s'acquiert comment? Par l'étude. Par la réflexion. La compréhension par la réflexion, par la répétition. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on soit toujours à répéter les mêmes choses? Parce que ce que je comprends, ce que je répète, c'est pour ça qu'il est important aussi que chacun à son niveau intervienne et chacun fait comme il peut en fonction de son degré de compréhension. Mais c'est comme ça que ton cerveau, il intègre des informations. Et en intégrant des informations, tu actives le système 2. Et c'est ce système 2 qui va corriger les erreurs du système 1. Donc, en somme, moi, quand je dis ta conclusion, ça serait quoi alors? En somme, pour aider aider ceux qui ne comprennent pas la méthodologie, donc qu'est-ce que tu donnerais? En fait, c'est comme dans tous les aspects. Quand je te dis que je ne comprends pas une chose, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu ne comprends pas. Parce que souvent, on va dire qu'on ne comprend pas, mais, c'est peut-être pas gentil ce que je vais dire, mais on n'a pas cherché à comprendre. 1. 2, on n'a pas cherché à comprendre. 2, parce que quand on veut comprendre, on cherche les outils. Je ne dis pas, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est facile ou que c'est compliqué. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois aussi, quand tu vas travailler avec quelqu'un, tu vas te rendre compte qu'en fait, la personne, elle comprend. C'est juste peut-être que certains mécanismes qu'elle n'a pas, mais la personne, elle comprend le principe. Donc, quand on dit « je ne comprends pas la méthodologie », qu'est-ce que ça veut dire en fait?
Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut aider la personne à expliciter ce qu'elle ne comprend pas. Tout à fait, c'est comme en mathématiques. Il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, je comprends rien en mathématiques », tout simplement parce qu'en fait, la chose est mal avancée. Mais en fin de compte, tu te rends compte que finalement, ces personnes-là qui disent ne pas comprendre les mathématiques, en fait, sont super matheuses. Parce que dans leur logique, leur logique est très, comment dire, mathématique. Voilà. Elle est cartésienne. Sauf que, en fait, ils n'ont pas, comment dire, le vocabulaire, elles n'ont pas non plus, en fait, la méthode pour bien appliquer ce qu'on est censé leur apprendre. Et donc, du coup, ça bloque. Pareil pour le français ou n'importe quoi d'autre. Je vous remercie grandement de votre participation. Je vais prier avant de me faire zigouiller. Tendre Père, nous venons à toi cet après-midi pour te remercier de ce moment d'échange que nous avons eu. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as créés tels que nous sommes. Tu vois ce que le péché qui existe depuis des années sur la planète Terre a entraîné comme détérioration au niveau de notre être. Et Seigneur, malgré cela, tu nous aimes et tu veux nous restaurer. Nous te remercions du moyen que tu nous as donné pour cette restauration. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre comment nous fonctionnons et nous soumettons pleinement notre volonté à la tienne afin que nous puissions faire non pas ce que nous voulons en raisonnant souvent en mode rapide, mais nous voulons que tu nous permettes d'aller plus loin, à réfléchir et à comprendre les principes derrière ce que tu nous amènes dans le message. Aide-nous, Seigneur, à vouloir plus que tout comprendre réellement qui tu es, à comprendre que au-delà de ce que tu nous permets d'apprendre intellectuellement, c'est une œuvre concrète que tu veux réaliser en chacun d'entre nous. Je veux te remercier pour cela et te confier chacun d'entre nous sur cette plateforme et tous ceux qui n'ont pas pu se connecter, que tu nous qualifies pour pouvoir avancer. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen.